vous êtes bien devant LCI Direct. Un tabou vient-il d'être brisé en Ukraine pour obtenir des garanties de sécurité de la part de Donald Trump? Le président ukrainien s'est dit prêt à des concessions territoriales autour d'une zone tampon. Nous verrons lesquelles dans un instant et surtout à quel prix. Partons sur le terrain du conflit. Retrouvez nos envoyés spéciaux Charline Hurel avec Vincent Wartner. Bonjour Charline. Des concessions territoriales, certes, mais avec l'aval du peuple ukrainien. Et surtout avec l'aval du peuple ukrainien, parce qu'en réalité, Volodymyr Zelensky ne dit pas qu'il est totalement prêt à le faire. Il dit que c'est posé sur la table et que ça peut être étudié. Quand il dit cela, il dit en effet ce ne sera que par le biais d'un référendum qu'il pourrait y avoir une décision, donc de la part des habitants ukrainiens. Et finalement, si ce mot paraît simple pour toutes les démocraties, il l'est absolument pas en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'avec la loi martiale, c'est très difficile d'organiser un vote. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre ? Il faudrait déjà qu'il y ait un cessez-le-feu. Parce que qui faire voter ? Pour faire voter tous les Ukrainiens, il faudrait avoir le vote des personnes qui sont proches de la ligne de front, des militaires qui sont au combat, mais aussi des Ukrainiens qui sont à l'étranger, vous l'avez compris, des choses très compliquées. Et on n'a pas encore parlé des Ukrainiens qui sont aujourd'hui en zone occupée, donc tenus par la Russie. Et puis là, c'est Mykhailo Podolyak, c'est son porte-parole, qui remet un message en disant ça pose une autre aussi condition, c'est-à-dire qui va financer ça, parce que ça va demander beaucoup d'argent. Vous l'avez compris, le référendum, en réalité, c'est la pirouette qui a été donnée par les Ukrainiens pour peut-être gagner un peu plus de temps. En tout cas, c'est aussi ce que pensent les Ukrainiens. Juste un mot, Marie-Aline, parce que nous avons été interrogés, les Ukrainiens, tout à l'heure, et je peux vous dire que les réponses sont très partagées. La plupart nous disent impossible de répondre oui, on veut la paix, mais hors de question de céder des territoires. Je ne suis pas surprise par vos remontées de terrain et vos témoignages. Merci beaucoup Charline Hurel avec Vincent Wartner, nos envoyés spéciaux en direct d'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky, il a envoyé une version amendée du plan américain aux États-Unis. L'Ukraine serait prête à accepter une zone démilitarisée dans le Donbass, une concession qui imposerait un recul des forces ukrainiennes et russes des deux côtés de la ligne de front actuelle. On va tout vous expliquer carte à l'appui avec le général François Chauvency qui est de retour, général, consultant géopolitique pour LCI. Sébastien Boussois est avec nous, chercheur en sciences politiques, directeur de l'IGE, qui est l'Institut géopolitique européen. Et Xavier de Giacomoni nous a rejoint. Bonjour Xavier, grand reporter spécialiste des questions étrangères sur LCI. Un mot Xavier, c'est très intéressant ce que nous a dit Charline. Et en même temps, le président ukrainien n'a pas le choix. Il peut proposer ce qu'il veut au président américain. Si ce n'est pas validé par les Ukrainiens, par le Congrès ukrainien, ça n'a aucune valeur. En fait, il est sur un fil, le président ukrainien. Il joue un rôle d'équilibriste. J'ai bien aimé, moi, le mot de Charline Hurel quand elle disait une pirouette des Ukrainiens de la présidence pour essayer de présenter les choses à Donald Trump, sachant qu'il a compris, depuis la célèbre engueulade maintenant dans le bureau ovale le 28 février dernier, qu'il ne pouvait pas dire non comme ça au président des États-Unis d'Amérique. C'est pas possible. Il faut lui dire oui, mais peut-être. Donc, les juristes ukrainiens ont regardé ce qui était possible de faire. Cette notion de zone démilitarisée, on la connaît bien, puis c'est ce qui se passe entre les deux Corées. Ça fait soit 80 ans, 70 ans que ça dure. C'est une zone qui ne fait que 2 km de large. Donc là, on est sur quelque chose de bien plus grand. Il y a cette notion très intéressante qui est de dire que si les Ukrainiens donnent du terrain à cette zone démilitarisée, les Russes devraient en faire de l'autre côté. Ce qui est très intéressant, parce que si vraiment on fait une symétrie, on arrive quasiment aux limites du Donbass. Et puis, cette notion de référendum, il faudrait que ça soit approuvé par le peuple ukrainien. Ce n'est pas possible de faire autrement, ne serait-ce que pour des raisons constitutionnelles. On verra ce que pourrait décider le peuple ukrainien, mais même l'organisation de ce référendum va être extrêmement compliquée, coûter très cher. Et puis, au-delà de financer cette campagne électorale, ce référendum, il faudrait aussi des garanties de sécurité. Qui apporterait des garanties de sécurité? Le but pour le président ukrainien, c'est de faire en sorte que ce soit Vladimir Poutine qui dise non. Oui. Et pour le moment, il est sur la bonne voie pour y arriver. L'un de ses plus proches collaborateurs, Outchakov, a déjà dit que bon, ça pouvait peut-être s'envisager, parce que eux aussi savent qu'il ne faut pas dire non de manière abrupte à Donald Trump, mais
même s'il n'y a plus de militaires russes, il faudrait qu'il y ait notamment la Rosgardia. Vous savez, c'est l'espèce de garde d'élite, 400 000 hommes aux ordres directs de Vladimir Poutine, qui sont déjà en Ukraine, puisque sont eux qui assurent le maintien de l'ordre, notamment dans les territoires occupés à l'heure actuelle. Ça, c'est tout à fait inacceptable pour les Ukrainiens, pour les Européens, peut-être même pour les Américains. Alors, de quoi parle-t-on précisément quand on parle de cession de territoire? C'est ce que nous allons voir avec vous, Général Chauvency, carte à l'appui. Alors, à l'heure où nous parlons, on le rappelle, il y a des combats extrêmement violents dans le Donbass. Les Russes progressent lentement, mais ils progressent. Et on vous a représenté en rouge la ligne de front. Alors ici, toujours en orange foncé, ce sont les territoires que les Russes ont acquis en 2014. Mais désormais, les Russes contrôlent toute la région de Louhansk et en revanche contrôlent seulement une partie de Donetsk. Alors sur la deuxième carte, on va voir où serait cette zone démilitarisée. Excusez-moi, elle a été représentée ici en jaune hachuré. Et troisième carte, on va voir que de cette zone, les soldats ukrainiens seraient obligés de se retirer. Ce n'est pas l'obligation faite pour les soldats russes. Et pourquoi ce retrait ukrainien, il est très important et il pose problème? Mais regardez la quatrième carte, c'est que dans cette zone se trouvent des villes stratégiques, des villes clés du Donbass, Kramatorsk et Sloviansk, où les combats féroces ont toujours lieu dans cette zone. Et on sait que si ces villes stratégiques du Donbass tombaient, eh bien, les Russes auraient quasiment un boulevard devant eux. Alors, Général Chauvency, si les Ukrainiens acceptaient, dans le cadre de ce plan, de quitter cette zone, ce serait une victoire offerte aux Russes, les Russes qui n'ont pour l'instant pas réussi à obtenir une victoire militaire à Kramatorsk et à Sloviansk. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on voit mal comment ça puisse être accepté par les Ukrainiens. Il n'y a aucune raison de donner un territoire qui n'a pas été conquis par l'ennemi. Voilà. En revanche, moi, ce que je vois, c'est qu'on a une zone, effectivement, dont on parle, mais il y a tout le reste dont on ne parle pas. Voilà, ici et là-haut. Ça veut dire, en gros, on a des centaines de kilomètres, peut-être 600 800 kilomètres, qui vont faire partie de cette ligne de démarcation, en quelque sorte. Je pense qu'on a une zone qui va être transitoire, avec peut-être des forces multinationales qui seraient déployées, parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait se faire autrement. Ça veut dire qu'il n'y aura ni soldats russes, ni soldats ukrainiens. Donc, qui va y aller? Alors, quand on lit un petit peu les papiers, bon, les Ukrainiens demandent à ce que les Américains viennent. Mais là, on sort dans des situations qu'on a connues comme casque bleu dans les Nations Unies, justement en Yougoslavie, où on était en force d'interposition sur des zones qui devaient être démilitarisées, entre les Croates et les Serbes en particulier, mais il fallait quand même qu'il y ait un mandat d'abord. Est-ce que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui va pouvoir le donner? Ensuite, il faut accepter que des armées étrangères soient présentes. Les Américains, je les vois mal accepter. Les Américains ont toujours refusé ce genre de mission. Donc peut-être qu'ils donneront du renseignement, ils donneront peut-être un appui à aviation ou autre, mais ce n'est pas eux qui sont sur le terrain. Rappelons-nous aussi quand même que les Russes ont dit on ne veut pas de troupes otaniennes, on ne veut pas non plus de troupes de l'Union européenne. Donc en fait, ça ne peut pas être une zone vierge d'effectifs militaires. Donc quelle est la solution ? Je ne la vois pas. En revanche, moi, ce que je vois, c'est sur l'ensemble du territoire. Si on prend effectivement la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est 250 km. Là, on est parti sur peut-être 800. Donc, avec une force de réassurance qui est américaine, de presque 30 000 hommes. Et une armée, d'ailleurs, coréenne, qui est aux alentours de 500 000. Bon, on peut se poser des questions. Alors moi, je ne crois pas que cette solution soit viable, défendable, exécutable. On ne voit pas comment. Voilà. C'est curieux, pourquoi uniquement cette zone serait démilitarisée et pourquoi on demanderait uniquement aux Ukrainiens d'en partir? Quid des soldats russes? Alors, les soldats russes ne devraient pas venir. Et quand je parle de force d'interposition, ça veut dire que le rôle d'une force d'interposition, c'est justement d'empêcher que l'un des deux belligérants revienne dans cette zone. Donc, on contrôle, on met des checkpoints, on met des groupes d'observation, on fait des patrouilles, on s'installe. Mais il faut, je dirais, une force impartiale. Or, ça, on ne l'a pas. Et ensuite, quand je me répète, quand on voit cette zone, alors d'abord, économiquement, il y a un intérêt, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, nous avons deux villes fortifiées qui, si elles tombent aux mains des Russes ou bien peut-être d'une dissidence, ne seront plus des zones de fixation et de protection du côté ukrainien. Et vous l'avez dit, c'est un boulevard qu'il y aurait derrière. Voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est une solution qui n'est pas viable militairement.
et encore moins géopolitiquement, parce qu'elle ne s'intègre pas dans l'ensemble du dispositif. S'il y a une ligne de démarcation, il faut la comprendre sur 800 km. Je ne vois pas comment on peut démilitariser que cette partie-là et pas les autres. Donc on va avoir un problème, parce que pour moi, je n'ai pas d'informations pour en dire qu'on va plus loin. Ensuite, qui va payer ? Qui va déployer des soldats ? Oui. Et puis, donc, on est dans une situation, pour moi, on est plus dans la com', faire croire qu'on fait quelque chose, et je ne suis pas certain que, je dirais que ça puisse être applicable de toute façon dans les mois qui viennent. Ça correspond au terme de pirouette utilisé par Charles Nurel Nous sommes dans la pirouette. pour gagner du temps. Oui. Et toute dernière question auquel vous avez déjà répondu, Général, c'est que, admettons que les Ukrainiens disent « Ok, on quitte ce territoire », et puis finalement, ils reviennent. Qui sera là pour leur dire vous ne pouvez pas revenir dans cette zone? Est-ce que des Européens, des Américains mettront des troupes au sol, des avions dans les airs? Vous êtes obligé de mettre des troupes au sol. La question, c'est de quelle nationalité et sous quel mandat et dans quel type d'organisation. Mettre des casques bleus, ça veut dire plein de soldats venant tout à fait d'ailleurs, qui seraient relativement neutres. Mettre des troupes de l'Union européenne, comme je vous l'ai dit, c'est pas accepté par les Russes. Des troupes de l'OTAN, encore moins. De toute façon, c'est une zone qui devra être occupée par des troupes neutres qui assureront le filtre et la protection de ce territoire, empêcheront que les Ukrainiens viennent ou que les Russes viennent, et aussi prépareront une transition. Quand on fait cela, moi je l'ai fait en Yougoslavie, quand on fait ça, on fait aussi la reconstruction du pays. Oui. Ça veut dire aussi, on revient sur un autre débat qu'on n'a pas encore parlé, mais qu'il va bien falloir reconstruire ces parties détruites. Ça veut dire en gros qu'on va faire venir aussi les grandes agences internationales, il va falloir apporter le financement, et ça sera sous contrôle international. Mais la question que l'on pose aujourd'hui, c'est quelle est l'entité, quelle est l'organisation qui va prendre la responsabilité d'assurer l'organisation de l'ensemble de ce territoire, de son contrôle, et le coût que ça représente. Et il y aura toujours le débat du coût, dire combien vous êtes prêt à payer pour reconstruire. Donc on est qu'au début du problème, dans sa résolution, et je vois mal, et je me répète, comment ce problème pourrait être résolu avec ce qui nous est présenté, qui me semble qu'une partie de la question, et pas l'ensemble de la question. On a une partie, voilà. Tout le reste, vous avez 800 km de front, du Dniepr jusqu'à Kupiansk, certainement. Oui. Bah oui, le Dniepr, il est là. Et oui, mais c'est très clair en général. Et raison pour laquelle on poursuit ce débat en plateau, les Européens veulent absolument régler la question des avoirs gelés russes pour financer la reconstruction en Ukraine. Mais d'ici là, Sébastien Boussois, est-ce que ce plan proposé par l'Ukraine est réaliste? Écoutez, toutes les semaines, on nous sort un nouveau plan. Ça fait 4 ans qu'on tergiverse, on glose pour essayer de trouver une solution avec d'un côté les têtes pensantes hors multilatéralisme, et puis après une volonté d'intégrer le multilatéralisme et les Nations Unies ou l'Union Européenne pour assurer le service après-vente. Ce que le général a expliqué montre à quel point on est véritablement en absurdistan dans cette histoire, parce qu'une zone démilitarisée où il reste des soldats, c'est quand même assez fort de café, et une zone démilitarisée qui ne couvre pas effectivement l'ensemble de la frontière, qui serait là pour séparer les belligérants, n'a pas beaucoup de sens. On a parlé de la Corée, mais on peut aussi parler du Vietnam. À l'époque de la DMZ, sur le 51e parallèle, il coupait en deux les pays, et donc il n'y avait plus du tout d'interconnexion. Ce que veut Vladimir Poutine, il l'a proposé d'ailleurs, c'est pas juste une zone démilitarisée sur ce petit morceau de territoire. Il voudrait faire de l'Ukraine une véritable zone démilitarisée en réalité avec l'OTAN, et ça évidemment c'est quelque chose que les Ukrainiens ne sont pas prêts à véritablement accepter. Donc on voit bien que de semaine en semaine, on essaie de trouver des choses, alors après avec des histoires de référendum. Alors évidemment du côté russe ça a été beaucoup plus rapide que ça ne le serait, et il nous prend à notre propre piège de la démocratie, où on sait que si on installe et qu'on respecte nos principes, ça va prendre évidemment des semaines, voire des mois pour installer un référendum, puis ensuite en tirer les conclusions, et puis entre-temps, il y aura l'histoire des élections ukrainiennes avec peut-être un prochain président. On est dans un magma et un chaos évidemment complet, qui montre à la fois les limites totales du transactionnalisme à la Trump à ce stade-là, mais également du multilatéralisme. Quelle force d'interposition ou de stabilisation vous mettez sur place? Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, effectivement, font appel à des casques bleus et des individus issus de pays a priori relativement neutres, mais elles n'ont jamais extraordinairement brillé par leur efficacité. Il suffit de reparler de la FINUL au Liban, pour lequel le simple mandat était d'observer les roquettes passer au-dessus de leur tête. C'est toute la limite du multilatéralisme quand il brillait,
Mais alors encore plus aujourd'hui, on a une véritable incapacité à trouver une solution en collégialité ou entre belligérants directement. On a bien compris que Volodymyr Zelensky, en disant « je suis prêt à accepter le plan américain sur ce point », tente de gagner du temps à l'heure où Donald Trump a fait savoir par la voix de la Maison-Blanche que l'Ukraine était en train de perdre la guerre. Est-ce que le narratif américain reflète ce qui se passe sur le terrain, Xavier? Parce que ça, c'est le narratif russe qui est repris par la Maison-Blanche. C'est totalement le narratif russe qui est monté en puissance de manière extrêmement forte depuis l'annonce de la chute de Pokrovsk il y a une quinzaine de jours maintenant. Chute de Pokrovsk qui n'est toujours pas avérée aujourd'hui. Il y a encore des forces ukrainiennes qui se battent dans la ville. Alors évidemment dans les confins nord de la ville, ils n'occupent pas le centre-ville lui-même, mais on a cru à un moment même qu'il y avait une poche avec plusieurs milliers de soldats ukrainiens autour de la ville de Mirnorad qui allait tomber aux mains des Russes, faisant énormément de dégâts dans les rangs de l'armée ukrainienne. Ça n'est toujours pas le cas. Il y a un tout petit corridor de ravitaillement qui reste ouvert. En fait, les soldats sont souvent ravitaillés par drone. On leur envoie des bouteilles d'eau, on leur envoie quelques conserves et puis des munitions, puisque c'est quand même l'essentiel pour tenir les positions. Et on a eu la surprise d'observer aujourd'hui que la ville de Kupiansk, qui a été annoncée comme prise aussi par Poutine, eh bien, pas du tout. Non seulement la ville n'est pas prise, mais les Ukrainiens ont réussi à mener une contre-attaque qui leur permettrait, pour le coup, d'isoler des soldats russes à l'intérieur d'une poche dans le centre-ville. Et on a même vu le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, se déplacer pour bien montrer au monde entier que la ville, voilà, on le voit à Kupiansk, pour bien montrer que la ville n'était pas tombée. On ne sait pas exactement, moi je ne suis pas capable de vous dire exactement à quel endroit de la ville ça a été tourné. En tout cas, il est certain que c'est vraiment très très proche du centre-ville et que la ville n'est pas du tout à ce stade occupée par les Russes. Donc la preuve par l'image. On a de l'information contre de la propagande contre de l'information. Mais pour les Ukrainiens, aujourd'hui, il est extrêmement important de montrer à Donald Trump, et uniquement à lui, puisque en fait c'est le seul personnage qui importe dans cette histoire, qu'ils ne sont pas prêts à se rendre et qu'ils continuent à se battre et que la capitulation n'est pas à l'ordre du jour et que même sur le terrain, ils peuvent encore donner du fil à retordre aux Russes. De leur côté, les Russes avancent, et même s'ils avancent lentement, ils avancent. Et ils ont annoncé la prise de Siversk, qui est une ville clé dans le Donbass. Et vous avez évidemment la mise en scène habituelle pour annoncer la prise d'une ville. Le drapeau russe qu'ils ont fait flotter dans cette zone habitée pour montrer une nouvelle victoire. On est dans une opération de communication habituelle. Sur le terrain, la réalité est toujours plus compliquée. On va partir à Moscou, retrouver notre correspondant Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme, ravi de retrouver notre correspondant à Moscou en Russie. Jérôme, le Kremlin revendique des avancées significatives dans le Donbass en plein bras de fer sur le plan américain. On imagine que le Kremlin fait passer là un message. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Oui, c'est la stratégie d'ailleurs de Vladimir Poutine depuis plusieurs mois que de mettre une pression maximale, surtout quand s'ouvre une parenthèse avec des négociations. Alors pression sur le champ de bataille, on multiplie les offensives ou les attaques de drones sur les villes, pression sur le terrain diplomatique, mais aussi un message qui est adressé à la population russe. Tenez, par exemple, depuis hier, nous, les médias occidentaux, couvrons assez abondamment, assez intensément les tractations qui ont lieu entre les Ukrainiens, les Américains et les Européens. Mais la presse officielle russe, c'est pas vraiment ça qu'elle met en avant. Je vous ai pris deux journaux de la presse officielle que je vais vous montrer, que me tend Vincent Pierron. Alors, Komsomolskaya Pravda, ça c'est le premier journal. Et je vous l'approche un petit peu, regardez bien cette image que vous avez dû montrer à l'antenne, mais vous allez la revoir dans un instant. Je vous montre un second journal, propriété du gouvernement russe, qui s'appelle Rossiyskaya Gazeta, avec d'un côté Vladimir Poutine et toujours cette image. Et c'est donc en une la prise de la ville de Siversk, qui est une ville clé du Donbass. Alors l'armée ukrainienne dément la capture de cette ville, la Russie la revendique, et cette parole est relayée par la presse comme pour dire à la population: regardez, nous sommes en train de gagner et nous n'avons pas besoin de faire tant de concessions. Le message est très clair et en effet, Jérôme Garraud, c'est exactement l'image
images que l'on a montrées et que vous nous avez montrées en une de la presse russe. Merci beaucoup Jérôme Garraud et merci à Vincent Pierron depuis Moscou ce soir en direct. Sébastien Boussois, on voit bien qu'en plein pourparlers, en plein bras de fer avec Washington, le Kremlin veut convaincre Donald Trump qu'une victoire russe est inévitable. Oui, encore une fois, cette histoire de victoire, d'un côté comme de l'autre, n'a pas beaucoup, si on décortique, n'a pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que c'est qu'une victoire? Qu'est-ce que c'est qu'une défaite? Est-ce que la victoire de l'Ukraine, c'est de récupérer juste les territoires du Donbass et la Crimée, dont on parle, à un moment on en veut, à un moment on n'en veut pas? Est-ce que du côté des Russes, c'est de faire tomber complètement le régime de Zelensky? On est véritablement sur des débats rhétoriques, mais également de manière pratique sur ce qu'est aujourd'hui une victoire nette et franche dans les conflits qui sont les conflits d'aujourd'hui. Et il y a effectivement beaucoup d'opérations de communication où un camp et l'autre essaient d'expliquer qu'ils arrivent petit à petit à grappiller du terrain. Si ça avait été si efficace, ça serait comme tout. Au bout de 3 jours, ça aurait été plié. Or, on va arriver à 4 ans. C'était l'idée au départ, oui. C'était l'idée au départ de Trump d'en finir comme de Poutine d'y arriver. On voit qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, à la fois l'Ukraine a besoin pour trouver du soutien, des financements, a besoin de montrer qu'ils avancent ou qu'en tout cas ils ne perdent pas trop, et du côté de Poutine il a aussi besoin quand même quelque part dans cette logique d'économie de guerre, alors les Slaves aiment souffrir probablement un petit peu, il y a un petit peu de ça en tout cas dans le soutien des Russes à leur leader, mais il faut quand même aussi montrer évidemment à la population russe que quelque part tout ça est dans la logique d'avancer et d'avoir quand même quelques récompenses ou quelques résultats. Mais voilà, quand on prend une ville, mais regardez ce qu'est une ville aujourd'hui. Mais oui. Et Siversk n'est toujours pas prise. Non. À l'égal de Pokrovsk ou de Kupiansk. Oui, malgré que les choses soient très claires. Bien sûr, malgré les drapeaux russes qui sont oui, parce qu'on a des drapeaux sur des quartiers, mais il faut contrôler la ville. Et pour le moment, ça n'est toujours pas fait. Ce qui fait que, en fait, le gros problème pour Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est qu'il n'a eu aucune victoire. Alors, vous avez raison, la définition de victoire est très compliquée, mais il peut pas afficher de ville comme il avait eu Bakhmut, Advivka, aucun trophée à accrocher au revers de sa veste fustelle de camouflage en 2025. Et ça, Jérôme Garraud a raison, ça pèse aussi sur les Russes, parce que les Russes ont besoin d'avoir des victoires et ne comprennent pas forcément pourquoi leur grande armée inarrêtable ne va pas plus vite pour conquérir le pays. Ils mettent un drapeau sur les villes. Effectivement, le drapeau russe sur les villes, c'est un peu comme les Américains à l'époque où ils ont mis un drapeau sur la Lune, mais en même temps, ils y sont jamais retournés et ils ne l'ont jamais possédé non plus. Non, mais ils y sont allés, on précise, contrairement à ce que... Oui, ils y sont vraiment allés. Voilà, contrairement à ce que dit certains complotistes. Dans ces images de Siversk, quelque chose qui est étonnant, c'est qu'on voit des gens sortir depuis les caves. Sur certaines d'entre elles, je sais pas sur celle-ci, j'ai pas pu le voir précisément, mais hier j'ai vu les images hier. Donc des gens qui se sont terrés jusqu'à ce qu'il y ait un début de cessation des combats, ou en tout cas que les Russes arrivent. Donc il y a aussi dans le Donbass quelques Ukrainiens, notamment beaucoup de personnes âgées qui ont connu l'Union soviétique, qui attendaient les soldats russes. Face à cette situation qui continue de s'enliser, en réalité, on sent un agacement de la part de Donald Trump qui cherche à en finir. On ne sait même pas si une délégation américaine sera là demain à Paris. Elle y est invitée. Écoutons le président américain et la porte-parole de la Maison-Blanche. S'il existe une réelle chance de signer un accord de paix, si nous estimons que ces réunions méritent que quelqu'un des États-Unis consacre son temps ce week-end, alors nous enverrons un représentant. Nous ne savons toujours pas si nous croyons qu'une paix réelle peut être obtenue et que nous pouvons véritablement faire avancer les choses. Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre et il en a assez des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir. Il ne veut plus de discussions, il veut des actions, il veut que cette guerre prenne fin. Eh bien, il y a eu une réunion samedi. Nous verrons si nous y assisterons ou non. Nous avons dit que nous y assisterons si je pensais qu'il y avait de bonnes chances qu'ils souhaitent ma présence, qu'ils souhaitent notre présence. Et nous assisterons à la réunion samedi en Europe si nous pensons qu'il y a de bonnes chances et que nous ne voulons pas perdre beaucoup de temps. Trump à Paris samedi, rien n'est sûr, nous dit la Maison-Blanche, car le président américain n'a pas envie de perdre son temps. Oui, rien n'est sûr. Je pense que là, ce serait beaucoup s'avancer de dire que le président américain va venir à Paris ce week-end, même s'il y a très beau golf en région parisienne. Mais à mon avis, il va aller à Mar-a-Lago, en Floride. Il est question qu'il y ait des réunions techniques, évidemment avec des émissaires américains, mais rien. Avec un Marco Rubio, par exemple ?
Je ne sais même pas si ce serait à ce niveau. Pour le moment, c'est surtout discuter de ce plan de paix, de ces plans de paix. Parce que, à l'heure où nous vous parlons, moi, personnellement, je ne sais même plus sur quel plan de paix. J'ai tellement de versions différentes entre la version avec la DMZ dont vous avez parlé tout à l'heure avec le général, la version qui serait juste une ligne de cessez-le-feu, plus d'autres versions qui seraient l'annexion totale des territoires, notamment dans la version russe du départ. On ne sait plus trop à quel sein se vouer. On sait que Volodymyr Zelensky sera lundi à Berlin. Oui. Est-ce qu'il y aura des discussions ce week-end à Paris? Il doit y avoir une communication dans la soirée de la part de l'Elysée, on en saura peut-être un peu plus. Mais visiblement, ce qui est intéressant dans les propos de Caroline Leavitt, c'est qu'elle dit le président est frustré par les deux camps. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a vraiment très peu de temps, il était très déçu, très frustré par Volodymyr Zelensky. Et il entretenait encore d'excellents rapports avec son ami Vladimir Poutine. Là, il semblerait qu'à nouveau, le balancier revienne un peu à l'équilibre entre les deux camps. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il en a ras-le-bol de ce conflit, qu'il voulait régler en 24 heures, dont il espérait que le fait d'avoir la paix lui vaudrait le prix Nobel de la paix. Et là, je pense qu'il commence à comprendre que c'est extrêmement compliqué et qu'il n'est pas forcément capable de résoudre ce conflit. Et que peut-être aussi, de temps en temps, il doit avoir une lueur, je ne sais comment dire, qui lui dit Vladimir Poutine est en train de me rouler dans la farine. Il est dans le rapport de force permanent. Il a considéré que probablement avec Poutine, il arriverait à faire plier Zelensky. Puis il y a les Européens qui s'accrochent avec son ami Emmanuel en tête et qui veut effectivement pas lâcher. Donc il y a une incarnation européenne, même si elle est souvent faible, qui montre qu'il y a de la résistance et que tant que Zelensky n'est pas lâché par les Européens, il voit à quel point c'est compliqué. Marco Rubio, je pense pas, parce que je pense qu'on a quand même glissé vers une diplomatie des émissaires, où on a plutôt, en tout cas, je dirais obligation de moyens, pas obligation de résultats, sinon on serait sûrement pas là pour en parler encore, mais en tout cas avec la volonté d'un Witkoff ou d'un Jared Kushner qu'on a vu arriver à Moscou la dernière fois et dont on a pu d'ailleurs entendu parler depuis qu'ils ont rencontré à nouveau Vladimir Poutine. On n'a ni une diplomatie traditionnelle à la Marco Rubio ou Sergueï Lavrov qui a aussi disparu des radars, si vous regardez bien, et de l'autre côté, la diplomatie des émissaires qui essaye en douce et quelque part essayer de contourner les canaux et les canons de beauté de la diplomatie européenne habituelle. Mais aujourd'hui, rien ne fonctionne et je crois que tout le monde est enlisé. Effectivement, vous parliez du plan, un plan en 25 points, en 19, je sais même plus combien. On a tellement retourné le truc dans tous les sens qu'aujourd'hui, je pense que plus personne ne sait exactement où on en est.